Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée aux impacts de la fiscalité. Ça change beaucoup et ça a beaucoup d'impact sur les professionnels évidemment. C'est un sujet dont on parle régulièrement parce qu'en cours d'émission, on se rend compte que c'est un sujet, que ce soit sur le marché de l'occasion, que ce soit pour tous les professionnels, c'est un sujet, que notamment les avantages en nature et ces allers-retours et ces changements qui ont pas mal perturbé les professionnels ces derniers mois. Donc l'idée, c'est à la fois de faire un vrai point sur les derniers chiffres, sur les impacts et sur comment on s'adapte évidemment, parce que on sait s'adapter dans le milieu automobile quand il y a des changements comme ça un petit peu permanents. Pour parler de ces sujets, 3 invités. Je suis ravi d'accueillir Dorothée et Dérault Julien. Merci à vous Dorothée d'être là. Bonjour, la directrice des affaires publiques de Mobiliance, un sujet évidemment que vous avez suivi de près, en amont, pendant, après. On continue effectivement de suivre ça en permanence. À vos côtés, Jean Pagési. Bonjour, merci à vous d'être là. PCA Service, un vrai spécialiste de la gestion de l'accompagnement des flottes notamment. Donc évidemment l'un des gros sujets d'actu pour vous ces derniers mois avec des propositions concrètes, on va le voir avec vous. Et puis je suis ravi d'accueillir également Samuel Valls de Mobilisight. Alors Mobilisight, on vous a déjà reçu sur Mobility TV il y a quelques temps. La filiale data de Stellantis, on peut le dire comme ça. Voilà, ce qui permet de comprendre que vous allez avoir pas mal de données sur l'impact justement de tous ces sujets-là sur ce petit parc automobile de Stellantis, avec quelques éléments très concrets. Peut-être si on veut se faire une petite mise à plat, même plus que mise à jour, Dorothée, Dérault, Julien. Là, on est printemps 2026. Il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant, de se dire, est-ce que là on y voit quand même un peu plus clair sur l'impact de la fiscalité, ou est-ce qu'on a encore pas mal de doutes et de sujets en cours? Alors non, on n'y voit pas encore très clair, si on veut être très honnête. En fait, il y a eu beaucoup de réformes, de mesures fiscales nouvelles, C'est ça. l'an dernier, en 2025, avec une loi de finances qui a été adoptée très tardivement, puisque là, on en est à 2 lois de finances qui sont adoptées dans le courant du mois de février à chaque fois. Donc c'est des lois de finances qui sont examinées sur 6 mois. De ce fait, nous n'avons qu'une année de recul, et encore, puisque c'est une année partielle sur 2025, puisque la réforme des avantages en nature typiquement a été mise en œuvre à partir de mars 2025. Ouais. Donc en plus, il faut exclure le premier trimestre. Donc c'est une année partielle. Et puis surtout, on y voit d'autant moins clair qu'il y a une conjonction de mesures l'an dernier, puisque hors avantage en nature, on a eu aussi une nouvelle mesure qui révolutionne quand même beaucoup le marché des flottes, puisque c'est la fameuse taxe annuelle incitative qui introduit des sanctions financières sur le verdissement des flottes, ce qui est totalement quand on nouveau. pense être à jour sur les taxes, on a une nouvelle qui arrive pour se dire que vraiment, faut être attentif. Hein, Exactement. Et la TAI, c'est complètement nouveau, puisqu'avant, il n'y avait que du reporting. Donc, c'était c'était juste reporté sans sanction financière. Donc, c'est quand même très différent. Et puis aussi, un durcissement du malus très, très important sur l'an dernier. Et aujourd'hui, on en est vraiment seulement encore sur la phase d'évaluation. Et on va en avoir encore pour plusieurs mois. Donc il y a effectivement ces gros sujets de fond où il y a besoin de pédagogie, d'éclaircissement évidemment. Pour continuer le tour de table avec vous, Jean Pagési, forcément les entreprises, les professionnels que vous accompagnez là, c'est quoi? On se prend la tête, pour le dire clairement, sur mais où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? En 2025, sorti de la période de sidération 1er mars avec la réforme des avantages de nature qui était en plus rétroactive, nous on a eu clairement, après le mois de mars, en fait, toutes les cartes politiques qui avaient été établies ont complètement été remises en cause parce qu'il y avait cet avantage du coup très fort qui était donné aux véhicules électriques. Effectivement, on voit que ça devient de plus en plus complexe pour les sociétés, avec les coûts potentiels de mauvais choix qui peuvent exploser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mauvais choix fiscal peut vraiment coûter très cher à une société. Et je dirais un décalage qu'on voit de plus en plus souvent entre, d'un côté, des véhicules qui sont fiscalement vertueux et qui sont poussés du coup par l'administration, donc essentiellement les véhicules électriques et encore plus essentiellement les véhicules électriques éco-scorés, et de l'autre, des salariés dont les usages ne sont pas forcément adaptés aujourd'hui à avoir des véhicules électriques éco-scorés. Donc finalement, on a une partie de la réponse qui existe et qui est pertinente pour beaucoup de personnes avec les véhicules électriques éco-scorés, mais on a beaucoup de gens qui sont en fait finalement tiraillés entre prendre un véhicule qui fiscalement ne va pas leur coûter cher, mais qui n'est pas forcément adapté à leurs contraintes d'usage, et c'est des véhicules de société, donc c'est aussi et surtout notre outil de travail, et de l'autre côté des véhicules qui sont peut-être plus adaptés à leurs usages, mais avec un coût fiscal qui a explosé par rapport à ce qui se passait précédemment.
Et la conséquence, c'est que nous, on voit beaucoup de clients qui préfèrent prolonger leur contrat, notamment ceux qui ne veulent pas passer sur des véhicules électriques, en se disant je garde mon précédent contrat avec du coup un environnement fiscal qui est plus favorable que le nouvel environnement et je retarde du coup le renouvellement de ma voiture. Donc ce statu quo qu'on constate chez les particuliers, il est aussi chez des pros qui se disent Complètement, bon, oui. en fait Ouais. je ne sais pas trop vers où aller, donc mieux vaut garder en l'état. C'est-à-dire qu'on garde le même véhicule ou est-ce qu'on reprend, on renouvelle? Non, parce qu'en fait, en fait, la particularité de l'avantage nature par rapport aux autres taxes, c'est qu'elle concerne directement le portefeuille du salarié. C'est-à-dire Bien que sûr. les précédentes finalement hausses de taxes, c'est l'entreprise qui payait. Donc finalement, à chaque fois, en fait, l'entreprise s'adaptait. Là, aujourd'hui, ça a un impact direct sur le portefeuille du salarié. Et en fait, ce qui fait foi dans l'application des nouveaux taux d'avantage nature, c'est la date de mise à disposition de la voiture. Donc aujourd'hui, si vous avez une voiture et que vous reprenez la même voiture après le 1er février 2025, c'est le nouveau taux forfaitaire d'avantage nature qui s'applique et donc qui vous est très défavorable. Et ça concerne aussi les transferts de véhicules. C'est-à-dire que je suis dans une société, entre guillemets, je suis sympa, je récupère la voiture d'un de mes petits copains qui a démissionné. Bah, si la voiture, je l'ai récupérée après le 1er février 2025, Ouais. je suis pénalisé par ce nouveau taux. La mise à jour Et se enfin, fait, on parle de hausse de 66%. Donc c'est vraiment, c'est très significatif comme effectivement évolution. à anticiper, évidemment. Et pour vous, Samuel Vaz, pour Mobilicide, justement, ça fait beaucoup trop de data, ça. On s'y retrouve plus. Comment on y arrive à ce que les outils se mettent à jour pour justement arriver à bien lire tout ça et après, justement, optimiser ces données? Oui, ben alors effectivement, comme ça a été précédemment dit, le passage à l'électrique a pas mal de conséquences côté flotte. Donc il faut prendre en considération le temps de recharge, qui est un élément qui était complètement marginal sur les véhicules thermiques. Oui. Et aussi le fait que les cartes pour le carburant, par Oui. exemple, ne sont plus utiles et ne permettent donc pas aux entreprises de pouvoir collecter le kilométrage. Est-ce que là, c'est le stade où ça cohabite encore un petit peu ou est-ce que c'est vraiment de plus en plus maintenant? Voilà, on est sur l'incitation qui fait qu'on va s'électrifier. Oui. Alors, voilà, les collègues qui sont en charge des ventes de véhicules voient que quand même il y a un clair positionnement des clients sur les véhicules électriques parce qu'effectivement ils n'ont pas le choix et il faut, l'impact fiscal est très important. Mais ces changements sur le plan opérationnel nécessitent pour les entreprises de pouvoir collecter des données. Voilà, et c'est à ce titre que Mobilicide apporte des réponses, puisque de ce fait, les gestionnaires de flotte vont pouvoir récupérer tous les événements de recharge, savoir si les collaborateurs, enfin dans quel contexte les collaborateurs utilisent les bornes de recharge publique, puisque c'est ça qui va fortement influencer le TCO du véhicule, puisque le véhicule électrique reste intéressant si on sait maîtriser le coût de la recharge et qu'on privilégie les recharges au dépôt. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que le calcul du coût total, il était peut-être plutôt simple avant, mais c'est plus vraiment le cas. J'imagine que chez Mobilian, c'est ce que vous regardez aussi de près pour donner un maximum d'outils aux professionnels. Donc il y a à la fois l'aspect évidemment d'accompagner les décisions politiques tant bien que mal pour essayer de les comprendre. J'imagine aussi, c'est un peu un des enjeux. Et puis après, de répercuter ça auprès des professionnels que vous accompagnez. Est-ce que là, voilà, on est dans une étape où on arrive quand même à défricher et donner les bonnes orientations, ou est-ce que vraiment c'est complexe et le statu quo, il est un peu aussi observé Ça reste complexe. Bon, déjà, quand on regarde, nous, on analyse vraiment les chiffres et les évolutions des immatriculations. Bon, déjà, si on regarde les chiffres, c'est toujours intéressant de regarder un peu l'évolution en global. Donc, si on prend suite à la refonte, à ces réformes AEN et TAI, on a vu quand même que les volumes de véhicules neufs se sont effondrés quand même en global, puisque c'est à peu près moins 10,4% sur l'année, ce qui est à peu près comparable aux véhicules particuliers. Ouais. Hein. Donc ça, on le voit. On voit aussi que dans le mix énergétique, effectivement, comme vous le disiez, l'électrique a beaucoup progressé. Et donc, le législateur a complètement, quelque part, eu l'impact de ces réformes. Et Oui. il en a complètement bénéficié. Et ça, c'était bien vu, puisque en 2024, on avait à peu près 13% de véhicules purs électriques. L'an dernier, on avait à peu près 10 points de plus, donc 23%. Donc, c'est quand même un bond important. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que si on compare le poids des véhicules électriques dans le mix énergétique, on est encore très loin en France d'autres pays européens.
Exemple, la Belgique aujourd'hui ou la Suède. En Belgique, ils ont 40% de véhicules électriques dans les flottes, Ok. ce qui est très important parce que les Belges, eux, ils ont fait le choix d'avoir une vraie politique d'accompagnement sur les véhicules de société. Il y a beaucoup de véhicules de société en Belgique, mais ils ont un vrai plan d'action, ce qui en France est quand même un peu moins le cas. Par exemple, on sait que par exemple, le bonus aux personnes morales a disparu en 2024. Donc aujourd'hui, il y a très peu d'aides quand même sur les véhicules de société. Il y a un coup de pouce, mais enfin, c'est des très petits montants, hein, c'est très très faible. Et ce qui est d'ailleurs un peu, je dirais, c'est ça aussi, je pense, qui a marqué les 2 dernières années, c'est qu'on a d'un côté supprimé les aides, et puis quelques mois après, mis en place des sanctions. Et c'est ça Ouais. qui a créé cet effet de sidération sur les volumes. Ça, c'est clair. Mhm. Et ça, c'est très compliqué à expliquer aux professionnels. Et c'est ce qui a effectivement fait chuter les commandes, fait prolonger tous les contrats de LLD, de LOA, parce qu'il y a eu un état de sidération. Et globalement, ce qu'on voit là, sur les mois de janvier-février, c'est quand même toujours des volumes qui sont en baisse. C'est Ouais. toujours une tendance. C'est vrai que En revanche, une claire augmentation de l'électrique, parce que là, par exemple, en janvier, c'était encore plus 35% sur l'électrique. Donc, ouais. on voit que ça agit totalement. Mais après, en termes de mise en œuvre des car policy dans les entreprises, il faut quand même convaincre les salariés d'utiliser un électrique. Et je vous rejoins, en fait, c'est pas forcément adapté aux usages des salariés. Et c'est ça le sujet. Oui, ça peut être parfait pour certains et pas du tout pratique C'est ça. pour d'autres. Et on peut effectivement là en arriver à ce que vous proposez notamment pour l'hybride, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui permettent de quasiment s'y retrouver. C'est ce que vous avez essayé de mettre en Ouais, en place. fait, disons qu'aujourd'hui, entre un véhicule thermique ou hybride qui met peu de CO2 et un véhicule électrique, là, il y a un point crucial d'écart de TCO qui va être lié à l'avantage en nature. Et ce qu'on se dit, c'est que souvent, les profils d'utilisateurs qui ne sont pas adaptés aux véhicules électriques, c'est souvent des gens qui roulent beaucoup. C'est Souvent, ça. les gens qui roulent beaucoup, en fait, ils roulent essentiellement à titre professionnel. Et qu'en fait, en optant pour le mode de calcul de l'avantage nature au réel, si on arrive à justifier que finalement l'utilisation personnelle représente une faible part de l'utilisation totale, on va arriver à des niveaux d'avantage en nature qui vont être comparables à ceux qu'on va avoir sur un véhicule électrique. Sauf Donc en que, changeant le mode de calcul, comme vous exactement, l'avez dit, vraiment en prenant le réel, vraiment ce qui s'est exactement, passé, ça sauf que permet de. ça, on a évidemment le droit de le faire, mais c'est relativement complexe à suivre. Ça vous met aussi en position de risque vis-à-vis de l'URSSAF si vous ne faites pas les choses dans les règles. Ouais. Donc nous, on a développé une solution, alors avec de la donnée justement, c'est ça ce qui est intéressant. En fait, on va récupérer les données du véhicule et en fait, le salarié va récupérer des carnets de bord, il va pouvoir qualifier ses trajets Mhm. en indiquant si c'est des trajets perso ou pro, et donc on va être capable de mesurer de manière extrêmement fiable et extrêmement simple le taux d'utilisation personnelle ou professionnelle de la voiture, tout en garantissant, pour être très important, la stricte confidentialité des trajets personnels, parce qu'en fait, avec cette solution, l'entreprise n'a accès ni à la localisation de la voiture en temps réel, ni aux détails des trajets personnels, parce que la seule info à laquelle l'entreprise peut accéder, c'est la liste des trajets que le collaborateur a qualifiés comme étant des trajets professionnels. Donc, ça, on se rend compte que c'est une solution clairement, voilà, pour les gens qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas avoir de véhicules électriques. Après, il y a certains véhicules thermiques hybrides qui vont rester adaptés, mais la fiscalité s'est tellement endurcie que finalement le choix des véhicules qui, même avec un AEN au réel, permettent d'avoir un coût fiscal et un TCO qui est raisonnable, c'est limité et ça implique souvent de prendre des véhicules qui sont plus petits et de descendre d'un niveau de gamme. On a beaucoup de gens qui étaient Oui. par exemple en X3, qui sont maintenant en X1, qui étaient en Tiguan, qui vont passer en T-Roc. Donc il y a aussi ce mouvement vers des véhicules qui sont plus petits, parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur les faibles aides aux véhicules électriques, c'est très juste, mais en fait, les véhicules électriques, ils sont aussi indirectement favorisés par le niveau de fiscalité extrêmement élevé qui va toucher des véhicules thermiques. Là, Oui. j'avais le cas tout à l'heure d'un client qui voulait prendre un iX3, et en fait, on a calculé entre un iX3 et un X3 hybride. Le X3 PHEV, c'est un véhicule qui, jusqu'à début 2025, était fiscalement complètement épargné. Oui. Aujourd'hui, l'impact fiscal hors coût énergétique, enfin l'écart de coût fiscal sur 48 mois hors coût énergétique entre un iX3 et un X3 hybride, c'est 12 000 euros. Donc c'est Ah quand même oui. des montants qui sont considérables. Et en fait, ce qui fait que le marché est bloqué, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de véhicules qui sont adaptés aux usages des personnes, qui sont d'un niveau de gamme que les personnes avaient l'habitude d'avoir jusqu'à présent, qui aujourd'hui deviennent complètement inaccessibles à cause d'une fiscalité qui est devenue vraiment extrêmement lourde. Ouais, c'est effectivement très concret avec ce type d'exemple. Et j'imagine que c'est effectivement l'analyse de la data en temps réel quasiment qui permet d'orienter, d'arriver à dire bon voilà on peut
aller vers tel type de véhicule, alors voilà, plus petit parfois, une autre motorisation que celle qui peut-être était prévue. Ça permet ces arbitrages quasiment en temps réel, en tout cas avec Alors, du concret. le temps réel, c'est pas, enfin, le temps réel reste Voilà. est utile pour les métiers où il y a un besoin opérationnel de prendre des décisions rapidement. Là, sur ces questions-là, non, on n'a pas besoin de temps réel. On a besoin de stocker la donnée, qu'elle soit fiable Et de voilà, l'analyser, qu'elle puisse être contestable, enfin présentable de manière vérifiée auprès des autorités. L'intérêt, voilà, c'est que, enfin, en tous les cas, sur la partie Stellantis, on a des technologies qui sont matures, puisqu'on est, on est un groupe qui avait fortement investi dans ce domaine-là. Et de ce fait, voilà, on a une largesse de services qui permettent justement des utilisations orientation plutôt optimisation fiscale ou optimisation opérationnelle, séparer les deux, éviter effectivement qu'il y ait des données sensibles qui puissent être collectées de manière accidentelle. Voilà, et ce qui contribue à rassurer les salariés, qui voient aussi un intérêt, comme vous le disiez, sur le traitement fiscal, à partir du moment où les entreprises respectent les règles qui sont mises en place, bah, ils savent que c'est plus tellement assimilé à du flicage, mais vraiment du contrôle budgétaire et de l'optimisation des coûts. Et par exemple, sur un usage d'un véhicule 100% électrique, là, j'imagine que forcément, les données permettent de savoir s'il a été, entre guillemets, bien utilisé en termes de charge, de se dire à quel moment et où il était chargé, combien de temps. Enfin, ça, ce type d'éléments, ça peut permettre aussi alors ça va pas tout résoudre, mais ça peut Non, quand ça même résout pas permettre tout. Mais effectivement, comme c'était indiqué, on peut pas juste mettre un utilisateur de véhicule thermique et le mettre dans le siège d'un véhicule électrique et lui dire, voilà, vas-y, une bonne route, débrouille-toi. fais comme tu veux. Voilà, il va s'apercevoir. Enfin, on s'aperçoit, enfin, nous, à titre personnel, tout Stellantis est passé en électrique, là, au niveau des véhicules de fonction. Et donc, bah, voilà, on a été accompagné, on a adopter les bons comportements. Donc, c'est la vitesse qui est un facteur qui réduit fortement l'autonomie. Mais c'est aussi la prise en compte, effectivement, alors, des temps de recharge et au fait et également le fait qu'il y a une disparité de prix entre l'accès à l'énergie qui est beaucoup plus fort que sur le carburant. Et donc ça, il faut en tenir compte, effectivement, pour réserver l'utilisation des bornes rapides à des cas d'urgence, enfin sur autoroute, là où c'est vraiment strictement nécessaire, et faire en sorte que les tournées, donc adapter en fait en quelque sorte les comportements aux capacités réelles du véhicule, et donc casser un petit peu les réflexes qu'il y avait jusqu'à présent avec les véhicules thermiques. Effectivement, nouvelles habitudes. Sur ces impacts de l'électrification, justement, il faut regarder ça évidemment de près chez Immobiliance. Qu'est-ce que vous constatez, ce besoin de pédagogie? Est-ce qu'il y a des réticences un peu, des mauvais réflexes? Parce que effectivement, il y a peut-être un peu de ça aussi. Et puis aussi, effectivement, des moments où en fait, l'électrique n'est pas pertinent. Donc ça, comment on arrive à accompagner, à se dire, bon, non, là... arrête, fais un effort quand même, sois pas juste anti pour le plaisir. Et parfois oui, et parfois c'est pas du tout pertinent. En tant qu'organisation professionnelle, nous on a quand même un devoir aussi de pédagogie et de communication et de sensibilisation, alors auprès de nos adhérents et puis de façon plus générale auprès du grand public, puisque nos adhérents, nous, concessionnaires, loueurs, ils ont des contacts quotidiens avec les Français. On a notamment travaillé avec le gouvernement il y a quelques mois sur une campagne de communication justement sur quelle est la valeur ajoutée du véhicule électrique, notamment sur le TCO, pour montrer effectivement dans l'usage du véhicule qu'est-ce qui est positif pour l'usager, ce qui n'est pas toujours bien compris. Nous, ce qu'on a constaté, c'est vrai, c'est qu'il y avait parfois un peu des fake news aussi sur le véhicule électrique. On l'a vu, y compris en médias. Parfois, c'est un sujet qui n'est pas toujours traité peut-être avec autant d'objectivité qu'on le souhaiterait. Donc on a essayé... Sur l'état des batteries, sur le prix des recharges, Oui. dire qu'on s'est chargé sur autoroute et que ça coûtait 4 fois plus cher qu'un plein. Ou des exemples de trajets où ils sont allés à Marseille, ils sont arrêtés 10 fois. Enfin, effectivement, Voilà, je suis d'accord avec vous, les gens ont souvent une Il y a impression caricaturale. parfois de la mauvaise foi. C'est un peu caricatural parfois. Faut le dire. Ouais. Donc on essaie de remettre la vérité au bon endroit déjà, et on a quand même une responsabilité parce qu'on a beaucoup d'adhérents. Quand même un secteur aujourd'hui qui pèse 150 000 entreprises, donc c'est quand même... Il faut aussi que les professionnels sont des prescripteurs, c'est-à-dire que c'est à eux aussi, que ce soit... Nous, on a les concessionnaires, on a les garagistes, on a aussi tout le sujet autour de la réparabilité du véhicule électrique. C'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, parce qu'il y a aussi parfois un peu de fake news sur combien coûte, par exemple, la réparation d'un véhicule électrique.
typiquement. Et puis aussi la réparabilité des batteries, par exemple, qui est un des vrais sujets. En ce moment, on travaille avec l'ADEME et un certain nombre d'acteurs sur un indice de réparabilité du véhicule électrique, parce que c'est un des sujets qui est extrêmement important aussi pour le consommateur, parce que il ne faut pas qu'il y ait quelque part, il faut qu'il y ait une pérennité au véhicule électrique, enfin qu'il n'y ait pas, une date de péremption du Ouais. véhicule électrique. Et l'idée, c'est que nos professionnels puissent accompagner quel qu'il soit, y compris sur l'accès à la data, par exemple, parce qu'effectivement, qui dit véhicule électrique, c'est aussi pour les pros d'avoir la capacité de réparer le véhicule en après-vente. Et Donc puis on fait qu'on parle de plus aussi, en plus de seconde vie, le troisième cycle de vie c'est ça, d'un véhicule, donc c'est aussi des jusqu'au sujets. recyclage, Ouais. et y compris en centre VHU. On travaille beaucoup sur tout ce qui est prévention des risques autour du véhicule électrique. Nos recycleurs, par exemple, ont travaillé avec l'INERI sur un guide pour les professionnels, comment traiter le véhicule électrique dans les entreprises de la réparation et du recyclage. Enfin, en fait, c'est un accompagnement jusqu'à la fin de vie du véhicule. Ouais. Mm. Et peut-être se dire un mot sur la gamme de véhicules qui est présente. En termes de prix, on se rend compte qu'il y a des évolutions et que les constructeurs font des efforts pour pousser l'électrique. Est-ce que de ce que vous constatez, notamment vous, Jean Pagési, dans l'éventail de modèles disponibles pour arriver à trouver la bonne solution, c'est un peu plus simple d'aller vers de l'électrique avec un prix d'achat, en tout cas un prix affiché un peu plus raisonnable? Est-ce que Alors, ça commence à être il y a- concret ou... oui, il y a plusieurs sujets. Et déjà que de manière générale, les véhicules ont des autonomies en hausse, ont des temps de charge en baisse, et Voilà. le réseau d'infrastructure se développe. Mais je dirais qu'un des principaux freins à l'électrique, c'est que finalement, jusqu'à il y a peu de temps, et c'est encore un petit peu vrai aujourd'hui, c'est que les véhicules électriques qui offraient un niveau de polyvalence proche des véhicules thermiques, ou équivalent à ceux des véhicules thermiques, c'était plutôt des véhicules haut de gamme à plus de 40 000 euros. Et là, on voit se développer une série de véhicules plus petits, moins chers, et dans de la gamme citadine ou compacte, avec des autonomies de 5 ou 600 km, qui vont du coup, enfin, autonomie théorique, mais qui vont du coup avoir des niveaux de polyvalence proches, Ouais. et qui vont être des véhicules qui vont être complètement envisageables comme véhicule principal du foyer, ce qui était moins le cas avant. Et en fait, avant, si on voulait un véhicule électrique pour remplacer son véhicule principal, voilà, il fallait très vite partir sur des véhicules très chers. Et moi, je suis convaincu que une des clés du développement du véhicule électrique, c'est aussi finalement la descente en gamme des véhicules électriques polyvalents, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux marchés qui sont mûrs. C'est les véhicules haut de gamme, parce que les véhicules haut de gamme avaient des niveaux de prestations qui sont très bons. Le véhicule électrique qu'on va utiliser comme un deuxième véhicule, et finalement, peu importe qu'il n'ait pas beaucoup d'autonomie, parce que c'est pas un sujet, et on n'a pas de sujet d'itinérance de plus petits trajets, qui peut être un point faible. Donc ces deux parts-là du marché, elles sont, ces deux sujets-là, ces deux problématiques-là, elles sont, on sait y répondre. Et le sujet, c'est les voitures, voilà, la voiture, la Clio, la Mégane, la voiture entre 25 et 35 000 euros, qui est le véhicule principal du foyer et qui, pour lequel jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de réponses en véhicule électrique, et pour lequel on commence à en avoir de plus en plus. Effectivement, ça, on sent que c'est en train d'évoluer. Peut-être un dernier mot avec vous, Dorothée Desrosiers-Julan, c'est voilà, ça va être quoi le prochain combat entre guillemets, pour éclaircir un peu tous ces sujets? Qu'est-ce que vous voyez venir? Est-ce que c'est déjà peut-être d'espérer de pas avoir un budget au mois de février 2027 Ah oui, éventuellement? alors ça, c'est mal parti. Ça va rester un problème. Alors, sur l'instabilité institutionnelle en ce moment fait que je pense qu'on aura une loi de finances en 2027, mais ça risque encore, vu les 3 blocs à l'Assemblée, d'être, Et puis on voit les que c'est échéances en 2027 rejeté. en plus. Voilà. Il paraît, Donc, ouais, je crois, j'ai l'impression qu'il y a un on truc, aura quoi. peut-être encore un budget adopté en janvier-février, comme les 2 dernières années. C'est quand même le plus probable, malheureusement. Bon, on espère que ce ne soit pas le cas, mais voilà. Ensuite, il y a les échéances présidentielles qui, pour nous, est vraiment un temps d'évaluation des politiques publiques qui est essentiel. Donc là, on a engagé un travail avec le gouvernement et la PFA sur une évaluation de toute la fiscalité automobile sur les dernières années. Donc, il va compter la fiscalisation des flottes, parce que c'est évidemment un des gros pans, mais aussi le malus, pour voir aussi si, en fait, le sujet, c'est la chute des volumes VN. Est-ce que c'est quelque chose de structurel ou ponctuel? Ça, c'est déjà, on voit qu'il y a cette chute depuis plusieurs années. On est un des seuls pays européens pour qui c'est le cas. Ouais. Donc, pourquoi? Quelles en sont les causes? Jusqu'où la fiscalité en est une cause? Ça, c'est un sujet aussi, parce qu'il y a plein de paramètres en réalité. Mais la fiscalité est évidemment un levier. Et donc, on fera cette évaluation pour proposer effectivement aux futurs candidats à la présidentielle des propositions pour un peu rectifier le tir. Nous, globalement, ce qu'on demande, c'est plus de stabilité, parce que c'est vrai que globalement, ces dernières années, on a été servis
sur les mesures tous les 6 mois. Voilà, il y a peut-être eu 20 changements en quelques années. Donc nous, on aspire et nos adhérents nous le demandent, c'est plus de stabilité, plus de visibilité et pas des réformes qu'on a vues en février de l'année dernière sur les AEN. Et effectivement, c'est une séquence qui va s'ouvrir effectivement assez rapidement avec ces vrais sujets de fond. Et évidemment, on suivra ça de près et avec intérêt. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus Merci. sur Mobility TV. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine émission. Merci.